Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi au milieu des vaches normandes avant de commencer à faire des bœufs dans l'univers de la musique. En passant du classique au jazz avec un détour par le hard rock, vous avez démontré que vous aviez plus d'une corde à votre guitare et même à votre contrebasse. Bonjour David Jacob. Bonjour mon cher Jacques. Alors, on va évoquer votre parcours tout à fait atypique dans la musique, entre tout ce que vous avez appris, vos activités dans l'ombre, le groupe Trust, et puis un nouvel album sous le nom de Yacouba Trouillot de jazz. On va aussi en parler tout à l'heure. C'est le principe des clés d'une vie avec des dates clés. La première ne vous concerne pas directement, mais indirectement. Le 23 avril 1945, c'est ce jour-là qu'un certain Albert Beaucamp, chef d'orchestre et compositeur rouennais, crée un conservatoire à Rouen. Et je crois que ce haut lieu d'apprentissage artistique, vous l'avez fréquenté dans vos jeunes années. Exactement, j'ai fréquenté le conservatoire de Rouen, oui. Une formation, je crois, c'est un lieu. Alors, c'est un lieu à la fois où il y a du théâtre. En fait, il y avait un professeur, Jean Chevrin, qui a formé Annie Dupéret, Franck Dubosc, Patrick Chenet, Karine Viard. Et vous êtes retrouvé dans ce lieu pour la musique. Pour la musique, oui, j'étais trompettiste. C'était mon premier instrument est la trompette. Je suis originaire du Havre, donc j'ai commencé la trompette au Havre. Je parle d'une période, on est fin des années 70, où le conservatoire du Havre s'était décentralisé, à savoir que j'ai pu commencer le solfège dans mon école primaire. Et puis par la suite, évidemment, j'ai pu apprendre la trompette et dans le cadre d'une seconde T5, c'est une seconde technologie musique. Le seul endroit où je pouvais faire cette classe et faire ces études, c'était à Rouen. Donc voilà, je me suis installé à Rouen, j'étais interne à Rouen et j'ai fréquenté ce conservatoire. Mon professeur de trompette était Monsieur Baligou. Voilà, belle mémoire. Et il se trouve que la trompette, c'est Jean-Claude Borelli qui m'en a parlé, est un instrument très difficile pour les lèvres et pour la bouche. Exactement. Et c'est un instrument qui demande à être pratiqué. Alors tous les instruments demandent à être Oui. pratiqués tous les jours, mais les instruments à hanches demandent vraiment à hanches et à embouchure, demandent effectivement un travail quotidien pour pouvoir justement muscler les lèvres et voilà. Et une respiration Et puis la particulière. respiration, exactement, oui. Avec Et- la colonne d'air. Apprendre à respirer sans lever les épaules et voilà. Et je crois, David Jacob, que vous avez fait de la trompette parce que votre père voulait que vous fassiez de la guitare. Vous êtes bien informé. C'était mon côté rebelle. Oui. Alors, donc, effectivement, vous savez, c'est à la fin de cette première année de solfège à l'école primaire, c'est l'école Maurice Bouchard, exactement. C'était mon école primaire dans le quartier d'Applemont, au Havre. Et le directeur de l'époque, qui s'appelait Monsieur Lecoq, est venu dans cette école et nous a tous demandé qu'est-ce que vous voulez pratiquer comme instrument. Et je vous avouerai franchement que l'instrument que j'avais envie de pratiquer, c'était l'accordéon. Parce que j'écoutais beaucoup d'accordéon quand j'étais chez ma grand-mère et j'étais fasciné par cet instrument. Mais je vous parle d'une période où l'accordéon ne s'était pas démocratisé comme il est aujourd'hui dans les conservatoires, parce qu'on peut étudier Oui. l'accordéon au conservatoire actuellement. Donc voilà, et mon père voulait que je fasse de la guitare. Donc comme j'avais entendu 2-3 petits camarades avant qui avaient prononcé la trompette, qui avaient dit trompette, je dis bah, je vais faire de la trompette moi aussi. Il y a la fameuse blague, trompette ou piston, c'est au fond du couloir à droite, qui a bien marché pendant un certain temps. Alors, David Jacob, vous êtes né en Normandie d'un père martiniquais, d'une mère normande, ce qui n'est pas si fréquent. Non, c'est pas si fréquent, oui, parce qu'à l'époque, je pense que les couples mixtes, c'était pas une chose très, enfin, c'était pas récurrent non plus. Voilà, oui, mais alors mon père est venu s'installer au Havre parce que mon grand-père était officier mécanicien sur les bateaux au long cours. Donc mon papa, quand il est arrivé de Fort-de-France, il s'est d'abord retrouvé à Pantin où tous les Caribéens arrivaient à Pantin. Et puis après, voilà, comme mon grand-père était affecté au Havre, toute la famille s'est retrouvée au Havre. Et il y Voilà. a un autre exemple d'un couple mixte en Normandie, c'est Léopold Senghor, qui a vécu avec Colette Hubert, qui était une dame dont les parents s'occupaient, je crois, de fromage, et qui a eu une maison en Normandie, une maison qui est aujourd'hui visitée et ouverte au public dans les journées du patrimoine. Ah bah très bien, bah, vous me l'apprenez. Et il y a aussi Yul Brunner qui a vécu en Normandie pendant des années et qui parlait français. Génial.
Alors, l'école en Normandie, ça a été la musique parce que finalement, il y a que la musique qui vous intéressait au départ, David Jacob. Oui, alors souvent on m'a demandé, on me dit c'est super la musique, c'est ta passion. Non, je pense que c'est ma vocation. J'étais fait pour être musicien. Effectivement, j'ai toujours baigné dans la musique. On écoutait beaucoup de musique à la maison. Comme je vous le disais, j'écoutais beaucoup de musique chez ma grand-mère aussi, qui était mélomane. Donc voilà. Et puis après, une fois que je pense qu'on a pris enfin, qu'on est touché par ce virus qui est la musique, on a du mal à s'en sortir. Et j'ai vécu toute ma vie en musique, oui. Oui, avec une parenthèse à 17 ans, rapport à cette chanson. Moi j'ai fait 5 ans de marine et ça me fait rêver souvent quand j'y repense. 5 ans de marine au Une fond chanson de d'un- Charles Trenet, 5 ans de marine, qui raconte en fait l'histoire d'un de ses amis qui rêvait d'aller au bout du monde dans la marine. Il s'est retrouvé dans un bureau place de la Concorde. Eh ben écoutez, voilà, j'en ai fait que 3 et je voulais faire le tour du monde aussi. Je voulais m'embarquer sur la Jeanne d'Arc comme musicien de la flotte et voilà, il y avait plus de place comme trompettiste et comme j'avais réussi mes tests d'entrée et que j'étais bon en morse et ben je suis devenu radiotélégraphiste dans la marine nationale. Bon, le morse, c'est de la musique, quoi, c'est du rythme, voilà. Mais en plus, le radiotélégraphiste, c'est un métier important puisqu'on communique aussi bien de façon professionnelle que pour les familles. Oui, exactement, Il faut exactement. savoir tout faire, tout est possible. Oui, tout est possible. Et c'est un métier, je crois, qui remonte au début du XXe siècle et puis qui s'est arrêté en 1997. Oui, on a arrêté, voilà, les transmissions radio, voilà, le morse s'est arrêté. Et vous avez... Mais c'est toujours le morse, c'est comme les vélos, c'est voilà, c'est comme les notes de musique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le morse, enfin, si on devait me remettre une pioche et me dire voilà, envoie un message, ça reviendrait très très vite. Et puis vous aviez aussi une fonction musicale à bord des bateaux. Écoutez. Vous savez ce que c'est ça? Mais bien sûr, c'est le clairon. Le clairon, mais c'est la marche du petit déjeuner de l'équipage. À la marche du petit déjeuner, je l'ai rarement joué et je ne sais même pas si je l'ai joué une fois, mais par contre je jouais les couleurs. Alors justement, comment est venu le clairon sur les bateaux? Ah bah, le clairon, bah, c'est évident. Alors, sachez que dès que j'ai appris que lorsqu'on pouvait passer son diplôme de clairon, ça nous permettait de pouvoir d'avoir des points et nous permettre de monter en grade assez rapidement. Donc, j'ai pu passer, je suis passé de matelot à quartier-maître seconde classe très très vite. Grâce au clairon. Grâce au clairon, j'ai passé un diplôme de clairon et c'était très joli parce que j'avais un petit liseré sur nos uniformes. On a un petit liseré en bas de manche qui est très très joli. Le liseré de clairon, donc j'étais clairon. Alors c'était sympa effectivement de pouvoir monter en grade parce que forcément il y avait la solde qui suivait, mais voilà, avec parfois des obligations, notamment le week-end lorsqu'il y avait des cérémonies qu'il fallait un clairon. Bah, au lieu de partir en perme, je partais sur une base navale, voilà, faire les couleurs. Est-ce que le clairon sert à bord d'un bateau à annoncer aussi bien la messe que la propreté que le ras de combat? Exactement. Alors faut vous savoir qu'à l'époque les 3/4 des sonneries étaient déjà enregistrées et étaient diffusées à bord, hein. Voilà, mais moi, c'était plus pour les cérémonies officielles, voilà, lorsqu'il y avait la visite d'un amiral et puis les couleurs le matin, effectivement, sur base, en général, on sonne les couleurs, quoi. Il faut un clairon pour sonner les couleurs. Ce qui m'a valu du trou, d'ailleurs, une fois, parce que, j'ai gardé certains de mes amis, de cette époque et qui se rappellent effectivement que je sonnais les couleurs, mais déjà, j'y rapportais le côté, jazzy. Ta 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 et da ta et ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Et c'est Francis Blanche qui avait acheté un clairon et dans sa maison du midi, il était pour dire que le déjeuner était servi, il jouait du clairon. Oh super! Alors, vous avez un jour arrêté, vous êtes revenu à la vie civile Oui. pour la musique, David Jacob. Oui, pour la musique, oui. Parce que c'était une obligation. Oui, c'était comme je vous le dis, c'était ma vocation, j'étais fait pour ça, donc j'ai mis tous les atouts de mon côté pour pouvoir continuer à pratiquer, enfin à faire de la musique, ouais. D'abord, il y a eu l'apprentissage, il y a eu une école à Bolbec. Exactement, il y a une école à Bolbec où, j'ai commencé à apprendre, la guitare basse parce que j'avais vraiment un coup de cœur pour cet instrument et puis c'est avéré qu'au bout d'un an, le professeur partait et m'a demandé de le remplacer. Donc je suis devenu professeur de guitare basse. Je vous avouerai franchement que ça m'a saoulé très rapidement, parce que, j'enseignais à des jeunes comme à des adultes et j'avais encore le sentiment que j'avais tellement de choses à apprendre que j'étais pas à ma place. C'était pas le bon moment pour enseigner. Et la meilleure école, finalement, c'était les bals du samedi soir. Et les balles, effectivement, lorsqu'on vient de province,
la meilleure école, ça reste le bal. Donc j'ai fait du bal, effectivement. Tard le soir, le samedi soir? Alors le samedi soir, quelques années avant d'avoir la carrière que j'ai pu avoir, j'étais musicien aussi au Casino d'Étretat, tous les vendredis soirs et tous les dimanches pour faire guincher les, les amoureux de la musique. Donc, ce qui m'a j'ai appris beaucoup de choses avec le bal. J'ai appris l'endurance, parce qu'on commence en général vers 10 heures le soir, ça se finit à 4 heures du matin. Oui. Et puis j'ai appris un répertoire incroyable. C'est-à-dire qu'on pouvait autant jouer je dirais les classiques, les standards de variété de l'époque ou des grands classiques, mais aussi le musette que je connaissais, enfin que j'avais déjà entendu chez ma Oui. grand-mère, puis que je n'avais jamais joué. Et quelle belle école que l'école du tango, de la valse et voilà du passo doble. Ouais. Mais c'est une endurance. Yvette Horner, qui a été la reine du Tour de France pendant des années, elle jouait pendant des heures le musette. Ouais, ouais. D'ailleurs, sur sa maison à Nogent-sur-Marne, tout était décoré en accordéon, même les portes de la maison étaient en forme d'accordéon. Oui. Mais vous auriez pu faire du musette. Oui, j'aime beaucoup, mais je m'y retrouve aussi il existe du jazz musette, et c'est vrai que le trois temps, la façon de faire swinger, voilà. Moi, je pense qu'il y a vraiment une continuité. Tout ça, ça me ressemble, ça fait partie de ma culture. Et votre culture, elle est allée au-delà du musette, et on en parle à travers la date du 30 janvier 1997. À tout de suite sur Sud Radio avec David Jacob. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité David Jacob, musicien. Nous parlerons tout à l'heure du Yacouba Trio, votre nouvel album de jazz. Et on revient à votre parcours. Vous avez démarré effectivement dans la marine, en apprenant la musique. Et puis le 30 janvier 1997, vous êtes pour la première fois en France à la télévision avec ce morceau. Antisocial, perds ton sang-froid. C'est votre première télé tournée, je crois, à Dijon, à la fin d'un concert de Trust. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et vous êtes interviewé. Certainement. Certainement. Et c'est un reportage sur France 3 Bourgogne de l'impact de Trust qui est revenu. Et vous êtes interviewé en même temps que Bernie Bourvoisin qui dit « On est revenu et c'est pour longtemps ». Car c'est vrai que Trust, ça a été une partie forte mais inattendue de votre parcours, David Jacob. Ah, je m'y attendais vraiment pas. Je m'y attendais vraiment pas. Faut savoir déjà que le premier album de rock que j'achète quand je suis adolescent, c'est un album de Trust. C'est l'album qui s'appelle l'album Marche ou crève. Et je comprenais pas. J'aimais beaucoup l'énergie, j'aimais beaucoup le fait que ça chante en français, mais je comprenais pas. Je cherchais la mélodie chez le chanteur, et en fait, je considérais vraiment comme un brailleur. Et puis, les aléas de la vie font que je suis à Paris, que j'ai un groupe de rock à Paris. On répète dans des locaux à Ivry, sur scène. Et Norbert Krief, le guitariste du groupe, connaît bien les propriétaires de ce studio et les appelle parce qu'il est à la recherche d'un bassiste. Et on lui parle de moi. Donc, je vous parle d'une période où il n'y a pas les téléphones portables. Donc, il a mon numéro de téléphone en direct. À l'époque, j'habitais à Rouen. Il m'appelle, il me dit « Bonjour, c'est Nono Krief ». Je savais très bien qui il était, parce que le fait de faire des groupes de bal, et à savoir que les trois quarts des chanteurs de groupes d'orchestre de bal sont des amoureux de Johnny Hallyday, et qu'ils ont à un moment donné, voilà, ils le chantent. Et je connaissais le parcours de Norbert Krief, qui a joué, je pense, plus de 7 ans avec Johnny Hallyday. Donc, je savais très bien qui c'était. J'ai cru que c'était une blague au départ. Et non, c'était pas une blague. Donc, on s'est rencontrés. J'ai passé une audition. Il m'a dit, voilà, tu es le prochain bassiste. Alors, une audition que j'ai passée un mercredi, il devait me rappeler la semaine d'après. En fait, il m'a rappelé 2 jours après en me disant, bon, c'est toi le bassiste de Trust. T'as 99%, il faut que tu rencontres Bernie. Et j'ai rencontré Bernie quelques temps après. Ça s'est très, très bien passé. Voilà. Oui, c'est un personnage étonnant qu'on a accueilli à plusieurs reprises dans Les Clés d'une vie, qui est d'une gentillesse et d'un calme qui ne colle pas du tout avec l'image de Trust. Non, car je ne sais pas si ça colle avec l'image de Trust. Oui, c'est quelqu'un qui est effectivement qui est adorable, quelqu'un que j'aime beaucoup. Je les aime tous d'ailleurs dans ce groupe. C'est quelqu'un de très cultivé.
Et puis c'est quelqu'un de curieux. Je pense que c'est ce qu'il m'a appris aussi, à entretenir cette curiosité et puis surtout à sortir de nos limites et de sortir de nos zones de confort. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de faire des choses complètement différentes. Il est passé à l'écriture, à la réalisation de films, la réalisation de documentaires aussi. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été curieux et qui a toujours fait des choses. C'est-à-dire qu'il est pas dans le regret de se dire voilà, j'aurais dû ou j'aurais dû faire ce genre de choses. Non, il est Il fait, fait. quitte à se planter, il le fait. Et il se trouve que finalement, Trust aurait pu ne pas exister, car quand le groupe s'est formé, je crois qu'ils étaient machinistes à l'Olympia, ils se retrouvent. Oui, Serge Collen disait une fois les présente à Pathé, mais Pathé sort le groupe Téléphone, donc n'en veut pas. oui, Donc ils sont allés dans le bureau assez violemment pour récupérer le contrat. Ils sont passés chez CBS où ils ont vendu 1 million de disques. exactement. Et vous êtes là à la reprise, car le groupe a arrêté pendant 5 ans et vous revenez pour la reprise. Exactement. Et avec ce morceau notamment. Dans cet abîme au fond de toi, c'est nos mêmes souhaits sans foi ni loi. Le rock est 27 dans l'album européen, car vous avez fait, et c'est un record, je crois, Trust n'a jamais fait autant, 3 albums en quelques années. Oui, exactement, exactement. Oui, c'est une belle époque. Ouais, cet album qui a fait disque d'or assez rapidement. Oui, c'était le retour de Trust, une grosse tournée à travers l'Hexagone. Et puis pour moi, faire mes armes aussi, c'était une nouvelle expérience. Je connaissais pas. Enfin, le premier concert que je fais avec Trust, c'est le Bol d'Or. Il y a 45 000 personnes devant. J'avais jamais vécu ça. En plus, il faut suivre le rythme de Trust. Faut suivre le rythme, oui, c'est très physique. Et on se le dit souvent avec Bernie, c'est le genre de réflexion qu'on a souvent, mais qu'on fait quand même un métier de fou. On monte sur scène pendant 2 heures, on y met une énergie incroyable. Voilà, c'est pas de la musique baroque, donc on se dépense énormément, on perd beaucoup de poids, voilà, on transpire énormément. Et c'est une énergie folle et on se pose toujours la question, mais qu'est-ce que je fais là? Et surtout, arrivé à un certain âge, après on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais il y a toujours le même engouement. Là, sur les années, bon, on a fait une petite pause, mais le dernier concert, c'était le 2023. De pouvoir jouer devant 3 générations, le grand-père, le père et le petit-fils qui est sur les épaules du papa, c'est incroyable quand même. Oui, et d'ailleurs, Trust n'est pas terminé, il est en pause, il peut C'est en revenir pause, c'est en pause. Bah, ça fait partie de l'histoire de ce groupe. depuis plus de 40 Voilà. ans. C'est comme ça. Mais voilà, là, je pense pendant au moins 7 ans, là, on n'a pas arrêté. Depuis 2016, voilà, on a vraiment fait beaucoup d'albums et beaucoup de concerts. Ouais. Alors, en arrivant dans le groupe Trust, David Jacob, vous êtes arrivé par votre passion du rock fusion. Oui. Rock fusion, qui est un rock qui est né, je crois, dans les années 60 avec Miles Davis, qui a mélangé le jazz et le rock. Oui, exactement. Alors ça, voilà, là, vous parlez du jazz rock. Moi, le rock fusion est arrivé, on va dire, fin des années 80, où ça c'est vraiment, voilà. Donc j'étais fan des groupes comme Living Colour, c'est un groupe américain, noir américain, qui faisait un rock fusion oui, très typé. Il y avait 24/7 Spice, et puis il y avait des groupes en France, je pense à Silmarils aussi, FFF à l'époque aussi, qu'on considérait comme un groupe de rock fusion. Donc je faisais partie de cette génération. On se retrouvait à l'hôpital éphémère pour faire des concerts. Ouais. Et il y avait aussi quelqu'un dont vous étiez fan, c'est Dr. Feelgood. Ah bah oui, mais je peux pas. Je suis Havrais, Jacques. Donc quand on est au Havre, on connaît Dr. Feelgood. C'est une culture très rock, mais très rock anglais au Havre, parce que sa proximité géographique. Et puis au Havre, forcément, je suis obligé de parler de Little Bob, puis d'autres groupes. Je pense aux Scamps, les Roadrunners, Fix Up. Tous ces groupes qui nous ont influencés. Et c'est un groupe que j'écoutais à la maison, parce que mon père, non seulement il écoutait du compas, on écoutait la musique caribéenne, mais comme je vous le disais, on écoutait aussi de la chanson française. Ma mère était vraiment passionnée de la chanson française. Donc j'écoutais du Charles Dumont, j'écoutais du Ferrat, j'écoutais des choses incroyables. Mais on écoutait aussi, mon papa travaillait dans une entreprise, une grosse société. Chez Total, je crois, oui. Exactement. Ouais. Et forcément, tous ses potes là-bas, voilà, ils s'échangeaient des cassettes. J'ai toujours écouté de la musique à la maison, mais des choses vraiment différentes. Et c'est vrai, comme ses potes étaient à vrai aussi,
J'ai écouté du Dr Feelgood très très rapidement, ouais. Alors, Dr Feelgood, en fait, le mot Feelgood de ce groupe, ça vient de l'argot anglo-saxon qui désigne l'héroïne où un médecin est disposé à prescrire une surabondance de médicaments. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, le mot Feelgood est associé à une littérature heureuse qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est assez particulier. Ah ouais, c'est surprenant. Alors, il se trouve que tout ça vous a formé à différentes musiques, car finalement, vous êtes passé du classique au départ au rock fusion, David Jacob. Ah oui, c'est ça, ouais, du classique au rock C'est fusion. rare ce genre de choses. Oui, c'est rare, mais en même temps, je pense que lorsqu'on est... C'est justement, je vous parlais de la curiosité, quand on est dans la musique, j'ai toujours détesté le fait qu'on puisse catégoriser des musiciens ou de les mettre dans des cases. Effectivement, vous me parliez là de Miles Davis, qui est en ce qui me concerne, une référence, parce qu'un des premiers, un des premiers albums que j'écoute, qu'un de mes oncles m'offre, c'est quand même Sketches of Spain de Miles Davis, qui est un album incroyable. Quand on connaît le parcours de Miles Davis, justement, lui, il avait l'intention de remplir des stades, hein, comme les stars de rock de l'époque. C'est pour ça qu'il s'est aussi intéressé à ce genre de musique. On a même parlé de la possibilité qu'il aurait dû même collaborer avec Jimi Hendrix, et ça s'est pas fait. Donc c'était quelqu'un de très curieux et qui, justement, bousculait les frontières, et se mettait en danger lui aussi, effectivement. Oui, mais on sait peu finalement que cette culture en Normandie de rock est assez peu connue au niveau national. Ouais. C'est ce qui vous a formé. Au départ, vous travailliez, vous étiez une sorte de régional de l'étape. Exactement, j'étais un régional de l'étape. Ouais. Mais c'est une façon d'apprendre assez rare. Oui, rare, mais je sais pas, j'ai vraiment du mal à... Et là, parce que nous sommes ensemble et vous me rappelez toutes ces étapes de ma vie, mais j'ai du mal à m'imaginer mon parcours autrement que celui qu'il a été. C'est lié surtout à des rencontres, et puis le fait d'être curieux et d'avoir envie de faire des choses. Comme aujourd'hui, j'ai toujours envie de faire d'autres choses, d'aller sur d'autres terrains, d'explorer la musique. La musique, c'est un terrain de jeu incroyable. Alors justement, il y a une autre date importante et particulière dans votre vie, c'est le 4 septembre 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec David Jacob. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité David Jacob, ou plutôt Yacouba Truyo avec le nouvel album qu'on va évoquer dans quelques instants. On a évoqué votre parcours régional dans la musique, Trust, qui a marqué vos débuts à la scène et votre apprentissage. Et le 4 septembre 2015, c'est une exposition à l'UNESCO des temps modernes avec une performance Ogun Today dont vous faites partie. Ah oui, très belle expérience. Qu'est-ce que c'est assez... Vous êtes quand même à l'UNESCO, c'est pas n'importe quoi. Ouais, magnifique. Et à 18h, il y a une performance artistique tout à fait originale. Tout à fait originale, avec des musiciens et des performeurs cubains. Parce que je rencontre des Cubains, et le courant passe tout de suite. Alors forcément, c'est nos origines caribéennes, évidemment. Et oui, quelle jolie performance, oui. En fait, c'est une performance qui proposait une réflexion sur la tradition et la modernité de la danse à travers la danse et la musique. Oui. Et c'est assez particulier parce que Ogun, je crois que c'est une divinité du vaudou haïtien. Exactement. On la connaît peu, on sait peu ça, enfin. On sait très peu, on le connaît pas. C'est oui, effectivement. Et on sait par exemple que la musique vaudou, moi je me souviens d'une dame qui s'appelait Mathilda Beauvoir, qui avait un cabaret vaudou à Pigalle, je ne sais pas s'il existe toujours, où on allait là-bas, mais les filles étaient vraiment dans la danse vaudou pendant des heures et des heures, en transpirant et en étant dans un autre monde. Le vaudou, donc le vaudou haïtien, l'histoire entre le vaudou haïtien et le Bénin. Voilà, le Bénin, c'est aussi le pays du vaudou. Vos origines. Et c'est mes origines. Oui. Que j'ai appris ça il y a très très peu de temps. Mon frère a fait ses tests ADN et j'ai appris que j'étais béninois, voilà, à 25%. Donc mes ancêtres sont béninois, oui. Et le vaudou, vous y êtes intéressé? Alors, je me suis pas intéressé au vaudou. Par contre, je me suis intéressé à la culture cubaine avec ses amis. Et c'est vrai que... Alors, ils m'ont expliqué effectivement qu'il y a des divinités particulières, qu'on peut vénérer certaines divinités, et puis qu'il y a
il y a des conflits entre ces divinités. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça fait aussi partie je dirais, de notre culture aussi. Enfin, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des divinités grecques ou romaines aussi, avec les conflits qu'ils peuvent avoir, on retrouve exactement ce même genre d'histoire dans la culture cubaine. Et puis le vaudou, oui, je m'en suis pas intéressé tout à fait particulièrement, mais j'ai eu la chance de travailler avec des musiciens haïtiens aussi, avec Atissou Loco, qui est un maître de percussion haïtienne, et qui m'a permis aussi de comprendre qu'effectivement, dans l'histoire de l'esclavage, Haïti est la première colonie décolonisée, et elle en a payé le prix cher. Et qu'il y avait cette union entre le Bénin et Haïti, et que des musiciens béninois allaient en Haïti pour apprendre ce qu'on appelle les katas, c'est-à-dire cette façon de jouer le tambour qui est très particulière et qui est très... ouais, qui est très... enfin, c'est l'identité vraiment d'Haïti, c'est une façon de jouer le tambour très particulière. Alors, j'en reviens à Ogun Today parce que finalement, c'est une collaboration entre vous, un DJ qui s'appelait Eric El Chamaco, Oui, et un Chamaco. danseur qui s'appelait Santiago Herrera Queseda, qui a débuté à Paris avec Jérôme Savary dans un spectacle sur Joséphine Baker à l'Opéra Comique. Oui, exactement. Et comment vous avez retrouvé ces gens et comment vous êtes retrouvé à l'UNESCO? C'est parce que j'ai toujours aimé produire et rencontrer des gens, et j'ai commencé à produire des artistes cubains, et notamment Eric El Chamaco, qui est un DJ cubain et qui a fait des tubes incroyables sur les dance floors. Il continue à mixer, c'est quelqu'un de très intéressant. D'ailleurs, je l'ai eu il y a peu de temps encore au téléphone, et il a l'intention de remixer certains titres de cet album qui vient de sortir. Donc voilà. Alors, il se trouve aussi que l'UNESCO, c'est pas n'importe quoi. Se retrouver comme ça pour un trio ce jour-là, c'est un événement. Ah, mais c'est un événement incroyable, effectivement. Et puis voilà, j'avais jamais imaginé une seule fois que j'aurais pu rentrer dans ces magnifiques locaux, et voilà, et de pouvoir justement, et pour y faire de la musique, c'était encore une chose incroyable. Ouais. On vous l'avait proposé, vous l'aviez démarché? Non, c'est qu'il y avait tous ces artistes cubains, en fait. Alors, j'avais aussi compris qu'il y avait une communauté cubaine qui était très soudée ici en France. Et ils avaient un agent, voilà, qui s'en est occupé. Et puis voilà, j'ai trouvé la prestation assez intéressante pour pouvoir dire oui, on peut pas refuser ce genre de choses. Non. Alors se ça, passe pas. c'est le côté visible de l'iceberg, David Jacob, mais il y a aussi le côté coulisses, car vous avez travaillé dans d'autres univers. Vous avez été régisseur son et lumière au Centre culturel Julio Bona à Lillebonne. Oui, c'est ma... Bah, quand je quitte la marine, il faut bien que je puisse bosser. Oui. Donc, c'est un des premiers boulots qu'on me propose. Et j'ai trouvé ça très intéressant de connaître aussi l'envers du décor. C'est-à-dire de pouvoir aussi avoir ce vocabulaire qui est très particulier aussi des techniciens du plateau, et de pouvoir savoir ce qu'est le jardin, court, l'horizon, enfin les horiziodes, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un pendrillon, un wedge, de connaître tout ce discours, ce vocabulaire. Oui, ça m'a beaucoup enrichi, et ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables, parce que c'est l'année où j'y suis, le Centre culturel Julio Bona organise le Festival de l'humour. Et j'ai pu rencontrer des gens incroyables. À l'époque, Smaïn qui faisait son spectacle, Boujna, enfin tous ces gens que j'ai eu l'occasion de pouvoir éclairer. J'ai été éclairagiste. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que c'était un des boulots de Bernie aussi, que vous parlez de sa prestation à l'Olympia. Il était éclairagiste. Ouais. Exactement, et Ouais. c'est là où il a débuté. Ouais. Et puis alors, vous avez créé aussi, on ne le sait pas, des studios d'enregistrement. Le premier, je crois, c'était à Gruchel-Valas, Oui. une commune de 3000 habitants. Ouais, Comment on se retrouve dans cette aventure? C'est l'envie de produire aussi, de faire des choses, d'enregistrer, de rencontrer des artistes, de pouvoir, je pense, quand on est musicien, on fait pas de la musique pour soi. On fait de la musique pour les autres, pour un public. Et ça demande ça demande d'être altruiste, d'être à l'écoute aussi de l'autre. La musique passe par l'écoute, essentiellement. Et j'ai toujours été curieux et fasciné aussi par les chanteurs.
parce que je trouve que c'est une force de pouvoir mettre des mots sur des notes, de pouvoir s'exprimer. Voilà, moi aujourd'hui, je m'exprime, je pense certainement mieux avec des notes qu'avec des mots. Et puis l'album là que je sors, vous l'avez entendu, c'est un album jazz, c'est un album instrumental, il n'y a pas de chanteur. Mais j'ai toujours été fasciné par ces gens qui pouvaient monter, qui étaient frontman, qui étaient ou des chanteuses et qui pouvaient s'exprimer comme ça. J'ai toujours été fasciné et j'ai toujours été curieux effectivement des auteurs, des compositeurs. Alors auteurs, compositeurs, interprètes, super. Et avoir envie de les enregistrer. Et donc j'ai créé un studio avec 2 copains à l'époque. Voilà, on a décidé de monter un studio d'enregistrement. Oui, mais en même temps, en général, un studio, c'est dans les grandes villes. Là, c'est une commune de Ah, c'est 3000. une toute petite ville. Comment Ouais, on fait pour trouver ensuite des clients ah bah ça, on n'en a pas eu beaucoup des clients, mais on a fait, on a fait beaucoup de projets, mais on a beaucoup produit, mais on n'a pas eu beaucoup de clients. Alors, il y a eu ensuite un autre passage dans une autre région, à Lunel, À Lunel, oui, effectivement, près de Montpellier. oui, où j'ai recréé un studio d'enregistrement. Et puis j'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai rencontré des gens incroyables. Voilà, j'ai vécu des choses incroyables dans le sud de la France. Mais alors, ce qui était assez, ce que j'en retiens, c'est que j'ai ressenti un déracinement. C'est-à-dire que lorsqu'on est habitué à cette région qui est la Normandie, c'est-à-dire les verts pâturages, les vaches, nous les plages avec des grains de sable qui font 3 centimètres de diamètre, j'étais plus dans le. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de cette pluie, j'avais besoin de mes falaises, j'avais besoin de mes galets, j'avais besoin de voilà. Oui, c'est vrai que Et je sais pas, voilà. Et puis l'ambiance n'est pas la même d'une région à une autre. Hein, voilà. Et puis j'étais pas habitué aussi à ce surtourisme qu'on connaît peu en Normandie oui. et qui est, vous parliez de Lunel, Montpellier, Nîmes. Enfin, dès qu'arrivaient les périodes estivales, les bodegas et tout ça, je connaissais pas ça et voilà. Alors je me suis adapté, mais je ressentais vraiment un déracinement. Oui, j'avais hâte de remonter dans ma région, plus dans le nord. Et Lunel, donc c'est là où est né un cinéaste, Louis Feuillade, qui a été un des maîtres du muet avec Fantomas. Et il y a un lycée Louis Feuillade où Julien Doré et Frédéric Lopez ont fait leurs études. Ah, je ne savais pas, vous me l'apprenez. Ouais, Ouais. donc ils sont aussi bien connus, Lunel, vous pourrez en parler si un jour vous les rencontrez. Et puis, il y a eu d'autres expériences musicales, car vous avez beaucoup travaillé avec des groupes, vous avez produit des groupes et créé des aventures particulières. Je pense à Nathalie Cardone, qui avait fait C'était à Siempre, vous avez travaillé avec elle. Ah oui, parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Laurent Boutonnat, producteur de Mylène Farmer et qui était aussi le producteur de Nathalie. Donc oui, je me suis retrouvé en studio, oui, sur un titre pour Nathalie, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a eu un immense succès avec Ça Siempre. Et c'est vrai que son fils, Jim Boer, réussit parfaitement aujourd'hui. Ouais, On l'a vu à la bel télé, artiste, ouais. à la télé, et je crois que Nathalie Cardone vit aujourd'hui tranquillement dans le Midi, loin de ce On monde-là. communique de temps en temps, on s'envoie des petits messages. Et puis il y a aussi une chanson à laquelle vous avez collaboré. Elle allume des bougies ou bien des calumets comme une cérémonie pour faire venir la paix. Fred Blondin, qui a travaillé beaucoup, entre autres, avec Johnny Hallyday, qui a fait la première partie de Johnny. Oui. Et vous avez travaillé avec lui sur cet album qui a été nommé aux Victoires de la musique. Alors, je sais pas si c'est sur cet album, mais j'ai travaillé avec lui. Ouais, on a fait une Ah si, tournée. c'est L'amour libre qui a été Ah, nommé. l'amour libre, ah Ouais. oui, l'amour libre, bah oui. Bah écoutez, voilà, vous me l'apprenez, j'étais même pas au courant de ce que cet album est devenu. Ouais, moi je suis pour l'amour libre, libre de t'aimer. Ouais, Fred Blondin, une tournée incroyable. C'est le Péniche Tour. Nous sommes partis de Paris en péniche et nous sommes allés jusqu'à Sète. On a traversé toute la France en péniche. Je pense que c'est la seule fois où ça s'est fait. Un concert, effectivement, c'était Jean-Claude Camus, son producteur de l'époque. Et on a pu faire cette tournée incroyable où on vivait à bord de la péniche, on vivait au rythme des canaux. Oui, très très belle aventure. Et puis tout le matériel à bord et la péniche s'arrêtait en bord de canal. Le matériel était monté sur la péniche et nous faisions des concerts. Et quand il pleuvait, c'était à l'intérieur. Et quand il pleuvait, c'était à l'intérieur. C'est fou comme histoire. Une histoire incroyable. Mais c'est une belle aventure de pouvoir traverser toute la France en péniche. Enfin, je souhaite à plein de gens parce que on s'aperçoit qu'il y a une vie très particulière au bord des canaux. C'est une autre dimension. C'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est lunaire, ouais. Vous avez travaillé aussi avec la grande Sophie, vous avez travaillé avec Oui. Jeanne Masse, Oui. mais dans l'ombre aussi.
Oui, dans l'ombre, ça fait partie aussi de mon boulot, l'expérience avec Sophie, voilà, on est resté en contact aussi avec Sophie. C'était sur l'album, Le Porte-Bonheur, avec feu Phil Délire comme réalisateur. C'était une très, très belle expérience. Bah, c'est suite en fait, alors ça c'est suite à l'album avec Fred Blondin, qu'on enregistre à ICP en Belgique, que je rencontre Phil Délire. Et puis sur l'album de La Grande Sophie où il est réalisateur, ils ont besoin vraiment en toute urgence, voilà, d'un bassiste. Donc il m'appelle et je me retrouve à travailler avec Sophie et devoir faire son album en 3 jours avec le titre Martin. Enfin, c'est vraiment c'est un bel album. Je suis très fier d'avoir participé à cet album. Et finalement, vous avez beaucoup appris en travaillant souvent dans l'ombre. Oui, on apprend toujours et c'est ce qui m'intéresse dans mes collaborations. C'est qu'il y ait vraiment un échange, Voilà. je Et pense. puis, vous avez décidé de trouver votre place au soleil et on va l'évoquer à travers la date du 11 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec David Jacob. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité David Jacob. On a évoqué votre passé et votre présent. Curieusement, on va changer de nom pour la 4e séquence. On vous appelait Yacouba, car le 11 avril 2025 est sorti un album, le Yacouba Trio. Et cet Yacouba Trio a fait des chansons de jazz comme celle-ci. Even Blues, du jazz. Alors là, on est dans le jazz pur et dur. Yacouba ou David? Alors Yacouba, en fait, j'ai tout simplement africanisé mon nom. Jacob, c'est un nom d'esclave. Je l'ai africanisé, Yacouba Trio. Je trouvais que ça sonnait bien. Trio, bon, parce que nous sommes 3. Hein. Ouais, c'est la moindre des choses. Voilà. Et puis Yacouba, voilà, j'avais un peu de mal avec David Jacob Trio. Voilà. Mais Yacouba, ça me représente bien. Oui, cet album est jazz, et c'est un jazz qui me ressemble. C'est-à-dire, c'est le jazz, la période hard bop, cool jazz, ce jazz des années 60. J'aime beaucoup les musiques de films aussi de ces années-là. Lalo Schifrin, je suis fan de Lalo Schifrin. Donc voilà, j'ai voulu faire un album qui me ressemblait, dans une démarche que je considère comme étant honnête. Voilà, j'ai tout simplement fait ce que je pouvais faire à ce moment-là, et ça me ressemble beaucoup. Voilà, ce sont mes compositions. Voilà, j'y ai passé beaucoup de temps. Et je pense que je me suis bien entouré aussi. C'était le bon casting. Et puis voilà. Et donc l'album est sorti effectivement le 11 avril. Alors, il se trouve que cet album, c'est le résultat de 7 ans de travail et notamment d'un retour à l'école pour apprendre la contrebasse. Oui, j'ai décidé de mettre à la contrebasse. Alors c'est bien que vous m'en parliez. Ça me donne l'occasion de parler d'une association dont je suis le parrain, qui s'appelle Audition Solidarité, qui est une association reconnue d'utilité publique, qui intervient pour la protection auditive, notamment, mais qui équipe aussi des indigents dans les hôpitaux français, et qui intervient à travers le monde dans des écoles de sourds pour équiper de jeunes sourds. Et donc, dans le cadre d'une intervention au Conservatoire supérieur de musique à Paris, je vois ces jeunes et ces moins jeunes aussi qui étudient. Je me suis dit, pourquoi je ne reprendrais pas mes études? Donc voilà, à l'époque, j'habitais à Besançon. J'appelle l'école de musique de Besançon. Je leur pose la question, est-ce que vous donnez des cours de contrebasse? J'avais envie de me mettre à la contrebasse. Ils me disent oui. Est-ce qu'il vous reste de la place? Ils me disent oui, il reste une place. Jusqu'à quand sont les inscriptions? Ils m'ont dit jusqu'à demain. Donc le lendemain, j'y étais à la première heure avec mon dossier et j'ai commencé la contrebasse comme ça, à l'école de Besançon, et ensuite au conservatoire, parce que forcément j'ai évolué, donc au conservatoire de Cergy-Pontoise avec Charlotte Testu en classique et Yves Torchinski en jazz. Yves Torchinski qui est un des cofondateurs de l'orchestre de contrebasse et à qui j'ai dédicacé le premier titre de l'album qui s'appelle Waiti. On va en parler tout à Voilà. l'heure, justement. Mais il se trouve que le roi de la contrebasse au cinéma et au théâtre, ça a été Maurice Baquet. Je ne sais pas si vous le savez. Non. Et Maurice Baquet était un comédien qui faisait un numéro de contrebasse sur une chaise en s'appelant le professeur Dorchy Strumpf. Et c'était totalement délirant. Et pendant 40 ans, il a fait ça sur scène. Ça a été un immense succès. Il faut que je regarde. Mais la contrebasse, c'est un instrument en plus très dur. C'est 10 kilos. C'est 10 kilos qu'on doit pas porter mais supporter contre soi.
je trouve ça très intéressant. Alors, à la fois, le fait que c'est un instrument acoustique, c'est très organique, il est contre vous, et, et le fait de ressentir les vibrations de cet instrument contre votre corps, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Parce que il y a cette caisse de résonance qui est contre vous, et à chaque note, voilà, vous sentez les vibrations dans votre corps. C'est quelque chose que je connaissais absolument pas, du moins avec la guitare basse, voilà, qui est amplifiée, qu'on branche, voilà, et qu'on porte sur nos épaules, tandis que là, on le supporte, l'instrument, voilà. C'est-à-dire que dès qu'on s'écarte d'un mètre, l'instrument tombe. Donc on est toujours, il y a une relation qui est très fusionnelle avec l'instrument que je connaissais pas. Et puis le travail à l'archet que je ne connaissais pas aussi. Et ça, c'est une vraie technique. Et, voilà. L'image populaire de la contrebasse, c'est quand même Pierre Nicolas, le contrebassiste de Georges Brassens, Oui. qui était toujours derrière lui. En fait, il l'avait rencontré lorsque Georges Brassens a passé sa première audition chez Patachou en 1952. Eh bien, il dînait là par hasard. Et il a pris sa contrebasse, il est allé sur scène accompagner Brassens. C'est comme ça que ça a commencé. Une belle histoire. C'est très beau. Oui, très belle Alors, histoire. vous, ça veut dire quand même 7 ans de travail et des certificats, c'est pas n'importe quoi. Oui, j'ai voulu, c'était mon objectif, c'était au moins d'avoir un certificat. Lorsqu'on devait, voilà, en général, il faut compter 3 ans par. Ouais, en fait, j'ai fait en très très peu de temps. J'ai fait en l'espace de 7 ans ce qu'on doit faire en général en 9 ans ou 10 ans. Mais ça veut dire 8 heures de travail tous les jours. J'ai Oui, travaillé. mais vous étiez déjà musicien. Alors j'étais déjà musicien, j'étais lecteur, voilà, lire la clé de fa, c'était quelque chose de voilà. Mais après, c'était effectivement l'apprentissage du travail d'archer, l'archer à la française d'ailleurs, et puis d'essayer de connaître au maximum cet instrument qui demande une technique qui est complètement différente de celle de la basse électrique, même si elle a la même fonction, c'est-à-dire de générer des notes très graves, mais la position, la technique n'a absolument rien à voir. Et dans cet album Yacouba Trio qui est sorti le 11 avril 2025 avec vos morceaux et vos copains, il y a effectivement White Tea qui est un hommage à votre professeur. C'est un hommage au professeur donc. Pourquoi ? Parce qu'il m'a beaucoup appris, il m'a mis en confiance, il est devenu mon ami, c'est un conseiller, et puis il fait partie de ces musiciens que j'apprécie pour leur discrétion justement, mais qui ont tellement apporté à la musique. Déjà le monde des contrebassistes, c'est pas forcément le monde le plus connu en France, et j'ai vraiment l'intention d'ailleurs par la suite je suis dans la réflexion justement de réaliser un documentaire sur la contrebasse en France, parce que c'est un instrument qui est vraiment méconnu, et il fait partie de ces gens justement qu'ont rencontré Michelot, qu'ont connu ces grands musiciens. Voilà, il a vraiment des choses à raconter. Il est passionné d'archéterie aussi, donc il fabrique des archers. Et puis c'est un des cofondateurs de cet orchestre incroyable qui est l'orchestre de contrebasse qui s'est produit à travers le monde. Voilà, c'est quelqu'un d'incroyable. Voilà. Alors, il se trouve que ce projet de Yacouba Trio, c'est un projet personnel. Vous avez composé les morceaux et la composition, chez vous, c'est instinctif depuis l'âge de 15 ans. Je crois que déjà à l'école, vous composiez des morceaux, ce qui vous a valu une convocation du proviseur. C'est vrai ? Vous m'impressionnez, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais composé et écrit une chanson sur l'école quand j'étais collégien à Guillaume le Conquérant à Lillebonne, justement. Et puis c'est arrivé aux oreilles du proviseur ou du principal de l'époque, et qui m'a convoqué dans son bureau avec ma guitare pour que je puisse lui chanter la chanson. Alors je me suis pas démonté, je lui ai chanté cette chanson et il était plié de rire. Et voilà. Remarquez, faire de la musique pour avoir une bonne note, c'est logique, hein, finalement. Alors, il se trouve aussi que ce projet personnel, vous l'avez mené à l'ancienne. Vous avez travaillé chez vous pour composer ces musiques, mais pas besoin d'ordinateur ou de synthétiseur. Ah non, alors tout ça, j'ai arrêté. Ça, par contre, non, parce que c'est ce côté chronophage sur l'ordinateur. Non, j'avais vraiment envie de le faire à l'ancienne. C'est-à-dire,
Alors un dictaphone en général pour chanter, quand j'ai des idées, je chante et ensuite de passer par le papier. J'écris la musique, donc ce serait dommage et puis c'est une façon aussi pour moi de bien visualiser ce qui se passe harmoniquement, voilà et puis de travailler avec mon piano. J'ai un piano, ici en région parisienne, mais aussi dans ma maison en Normandie, donc ce qui me permet tout le temps d'être, de créer, d'être en contact avec l'instrument, mais plus d'ordinateur, c'est fini ça. En même temps, il a fallu, puisque les morceaux décomposés, trouver les éléments d'un trio, et vous avez pris 2 copains de longue date. 2 copains de longue date avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler et puis avec, bon voilà, j'ai vécu les expériences en groupe, c'est la même chose, me dire: «Bon, si on doit partir sur la route, ne serait-ce que 15 jours, ensemble dans le même véhicule, faut plutôt qu'on s'entende bien, si on doit partager les mêmes chambres d'hôtel». Donc j'avais envie d'être avant tout avec des gens, avec qui humainement ça collait bien et puis, bah, la cerise sur le gâteau, c'est que ce sont aussi d'excellents musiciens. Donc, Hakim Molina à la batterie et puis Nicolas Noël, au piano. Nicolas Noël qui est aussi un des musiciens de Little Bob. Et résultat, ça donne un album avec, entre autres, Lily. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, on passe de trust au jazz pur et dur. C'est pas évident au départ. Non, c'est pas évident, mais ça reste, pour moi, ça reste du groove aussi. Bernie dit souvent que Trust, c'est pas un groupe de hard rock, c'est un groupe de rock, tout simplement. Et il aime bien ce qu'il appelle le boogie. Et c'est vrai, c'est cette musique ternaire qu'on entend dans le rock. Et donc, oui, l'univers est peut-être différent, mais en ce qui me concerne, c'est la même histoire. Le problème, ça a été les premiers concerts, car vous n'aviez que 4 morceaux au départ, je crois. Ah oui, sachez qu'aujourd'hui, tout ce que je vis avec cet album, c'est que du bonus. J'ai plus le sentiment aujourd'hui que ma carrière, elle est derrière moi que devant moi. Et je m'attendais pas à ça. Au départ, quand je maquette les premiers titres de cet album, c'est parce que je dois passer une UV musicale où je dois présenter un projet personnel. Je voulais, lors de cette UV, aux membres du jury, leur remettre un petit CD 4 titres. Mais ces 4 titres, je les envoie à un label qui me rappelle très vite en me disant, moi, j'ai envie de te signer. Et je les envoie à un tourneur aussi en Normandie qui me dit, bah, moi, je t'ai déjà trouvé une date. Et je lui dis, mais j'ai que 4 titres. Et le label, tout comme lui, m'ont dit, mais là, faut que tu te démerdes. Il en faut plus pour faire un concert. Donc, je suis rentré vraiment dans la composition de façon beaucoup plus active, on va dire. Et je me suis rendu compte surtout à quel point c'était à la fois chronophage, parce qu'on y prend goût, et puis anxiogène aussi, se réveiller la nuit en se disant, est-ce que c'est la bonne note? Est-ce que c'est le bon accord? Je vais peut-être changer ça, et voilà. Mais ça reste de la pâte à modeler. Jusqu'au jour de l'enregistrement, il y a encore des choses qu'on peut changer à la dernière minute. Et dans les morceaux de ce Yacouba Trio, il y a Ouida Road. C'est un hommage au Bénin, mais en n'oubliant pas que le jazz vient de la Nouvelle-Orléans. Le jazz vient de la Nouvelle-Orléans, oui, exactement. Et d'ailleurs, il y a une partie dans ce morceau que voilà, on entend une partie qui est un peu justement Nouvelle-Orléans. Je voulais retracer dans ce morceau aussi effectivement tout un parcours de ce que pouvait être la musique, le jazz et voilà. Et Ouida Road, ça me parle d'autant plus que, alors le Ouida, je l'ai orthographié sans H. Parce que dans les lettres, dans Ouida, tel qu'il est orthographié dans ce titre, il y a les lettres de David, et mes copains m'appellent aussi Daoud, donc il y avait toutes les lettres, et cet album, c'est aussi mon chemin de vie. J'ai eu la chance d'aller au Bénin, parce qu'il y a un artiste qu'on n'a pas nommé encore, qui s'appelle Geoffroy Riema, que j'ai accompagné pendant des années, et c'est avec lui que je parle la première fois au Bénin, avant même de savoir que j'ai des origines béninoises, et j'ai pu faire tout le parcours des esclaves, d'aller jusqu'à Ouida, justement, de faire cette route et de faire tout le cérémonial que faisaient les esclaves avant d'embarquer. Voilà, c'est tout ça, c'est hyper touchant, le Bénin, et surtout ce qui a été très touchant, c'est d'apprendre par la suite, beaucoup plus tard, que j'avais des origines béninoises.
Alors cet album maintenant est sorti, Yacouba Trio, les concerts vont commencer et l'avenir maintenant, David Jacob. Ah bah l'avenir, c'est un deuxième album. Il y a déjà des titres de prêt pour un prochain album. Et puis sur scène, on a l'occasion de jouer les titres du prochain album, chose que j'avais absolument pas pu faire avec cet album. Et voilà, oui, il y a des dates et voilà. Et justement, il y a une date qui est très importante, ça sera au mois d'octobre. Alors j'ai plus la date en tête, où justement je vais jouer à Julio Bona, cette salle où j'ai commencé en quittant la marine, en étant éclairagiste. Je vais jouer dans cette salle. C'est voilà. C'est que des belles choses comme ça qui m'arrivent et c'est que voilà, moi je prends tout ce qui arrive, je prends et voilà. Eh ben, prenez, continuez à prendre. Et Yacouba Trio, donc c'est un album qui est sorti et qui mérite d'être non pas entendu, mais écouté. Merci Jacques. Merci beaucoup, David Jacob. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.